C'est l'heure du React, les amis, le moment que vous attendez tous, bien sûr. On va React à une interview politique. Voilà, c'est vraiment le format phare de cette chaîne. Parfois, je le fais un peu moins parce que ça me saoule, j'ai fait le tour. Et à des moments, j'ai envie de React à des interviews politiques tous les jours. Et aujourd'hui, c'est au tour de Gérald Darmanin, figurez-vous. Let's go, il était interviewé ce matin. Et encore une fois, ça va être du BFM RMC Apolline de Malherbe. Là, je suis vraiment dans ma phase Apolline de Malherbe. Interview chez Apolline de Malherbe. Pourquoi pas, après tout? Pourquoi pas? Un grand classique du React politique. Hein. Voilà, hein. Souvenez-vous d'ailleurs, Usul à l'époque, à l'ancienne, quand il faisait des revues de presse, qu'il était pas mal sur Twitch, il faisait surtout de la revue de presse, il faisait pas beaucoup de réact, mais il avait un format qui s'appelait Bourdin Malin, où il faisait des interviews de Jean-Jacques Bourdin. Et donc moi je fais un peu pareil avec Apolline de Malherbe finalement. C'est un grand classique du stream politique de gauche. Pourquoi s'en priver? En plus, ça fait des vues sur YouTube. Hein. Ouais, je sais bien, le public YouTube qui regarde ça, c'est ce que vous préférez. Donc abonnez-vous, lâchez un com, likez, partagez, et je continuerai à le faire si c'est le contenu que vous préférez. Voilà. En plus, ça me rapporte du Google AdSense. Voilà. Enlevez Adblock aussi. Quand même. Je reste un peu un boutiquier. Allez, c'est parti. Ça faisait longtemps, Darmanin, il m'avait pas manqué, non? Il est ministre de la Justice maintenant. Hein. Rappel, il est ministre de la Justice, il est plus ministre de l'Intérieur. Donc ça va parler de tout un tas de sujets, on va voir. Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Merci d'être Ah avec non, c'est sur France Info, j'ai rien dit, c'est pas Apolline de Malherbe. Je me suis trompé, c'est pas Apolline de Malherbe. Autant pour moi, c'est sur France Info face à Agathe Lambray. Voilà. sur France Info. Bonjour Paul. Bonjour à tous. Apolline Maline, Gérald Darmanin, beaucoup de questions à vous poser. Avec la Routourou aussi. Encore pire. C'est encore pire. Vous trouvez que Apolline de Malherbe est mieux que Agathe Lambray? Ah ouais? Je sais pas. Sondage, hein? Ouais, non, je vais pas faire un sondage de con là-dessus. Eh Pépé, pourquoi BAMF18, personne lui a offert un sub? C'est la mascotte du live, BAMF18. Littéralement. C'est notre animal totem. Je dis pas ça pour t'animaliser ou quoi que ce soit, je dis ça comme un compliment. Genre, c'est l'âme et le cœur de ce chat, quoi. Vraiment. C'est notre. Et personne ne lui va faire un sub. Je compte sur vous. Ce matin, les juges ont-ils des moyens de juger en France? Faut-il supprimer l'excuse de minorité face à la violence des jeunes? Mais d'abord, Amine Kessassi, militant anti-narcotrafic, a été exfiltré jeudi soir d'une conférence de presse à Aix-en-Provence après une alerte. Il était à votre place hier. Merci 3 jus pour le Prime. Merci beaucoup. Ah oui, ok, Amine Kessassi, militant anti-narcotrafic. Donc c'est un militant anti-narcotrafic de Marseille, là, qui vient des quartiers nord de Marseille, où il y a où il y a la DZ Mafia, les guerres de gang et tout, là, tout ça. Donc c'est quelqu'un où son frère a été tué dans des règlements de compte. Et là, il est sous protection policière parce qu'il a pris la parole par rapport au narcotrafic à Marseille. C'est bien ça, hein, dites-moi si je me trompe. Mais ouais, j'ai suivi l'affaire d'assez loin. Et là, du coup, il politise un petit peu toute cette affaire. Il décide un peu de se lancer en politique pour dire, vas-y, il faut parler de ça, c'est plus possible, quoi. C'est plus possible. C'est la première fois depuis septembre que je suis exfiltré comme ça. À chaque fois que je mets un pied dehors, je suis menacé. À chaque fois que je mets un pied dehors, je risque d'être assassiné. À chaque fois que je prends la parole sur ces sujets, je risque d'être assassiné. En France, en 2026... C'est un Europe Écologie Les Guerres. Bon là, il s'appelle Amine Kessassi pour le coup. Hein. Je crois que oui, là, au niveau de la campagne, du coup, il s'est rapproché des écologistes, machin bidule. Oui. Alors on peut pas le résumer à ah, c'est un ELV, du coup, c'est un traître qui tape sur Mélenchon. Là, non, c'est juste que c'est un militant d'un quartier qui est rentré en action politiquement comme ça parce qu'il y a son frère qui a été tué dans des règlements de compte, quoi. Alors après qu'on se dise oh mais il aurait mieux fait d'aller chez LFI. Oui, certes, mais moi je vais pas le juger là-dessus, je vais le prendre pour le combat qu'il mène déjà en tant que citoyen hein, avant de commencer à faire du gna 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 machin, quoi. C'était le candidat NFP écolo législative? Ah ouais? Oui, il est sur la liste d'Union PS à Marseille. Bon, peu importe. J'ai pas envie de dire ah ben du coup c'est un traître pour ça. Là c'est pas le moment de dire ça, je pense. Risquer sa vie parce qu'on fait de la politique? Ah oui, surtout quand on s'attaque à des... Par contre, Darmanin, nique ta mère, hein. Voilà, je leur dis. Commence pas à essayer de te réapproprier tout ça. Moi, genre, bah oui, nous on lutte beaucoup contre le narcotrafic dans les quartiers, donc soutien éternel à Amine Kessassi. Moi, non, tu sers à rien dans les quartiers. Tu fais le contraire de la politique qu'on devrait faire pour qu'il y ait moins de règlements de compte, de délinquance, de machin bidule. Tu fais la pire politique qui est possible par rapport à tout ce qui est violence liée au narcotrafic. Si tu étais responsable pour faire un peu honneur à ce pauvre Amine Kessassi qui a perdu son frère là-dedans, tu seras en mode ok, on va légaliser le cannabis et faire de la police de proximité et arrêter tout le répressif et mettre plus de services publics dans ces quartiers-là et tatati et tatata, une vraie politique publique de long terme avec de l'investissement qui soit pas bêtement du tout répressif, de la communication sécuritaire et policière pour faire ton beurre sur les violences policières. Sur les violences policières, sur les violences tout court. Voilà. Donc déjà toi, nique ta mère, premièrement. Organisations très puissantes. Les narcotrafiquants sont des organisations très puissantes. Ils brassent des milliards d'euros, quasiment sans limite financière, des ramifications internationales. Et on a vu dans des pays comme les Belgique ou les Pays-Bas, des journalistes d'investigation, des avocats, des hommes et des femmes politiques sont assassinés
dans les rues d'Amsterdam, de Rotterdam ou d'Anvers parce qu'ils s'enquêtent, parce qu'ils condamnent. Est-ce que vous avez des peur pour la vie narcotrafiquants. d'Amine Kassesi? Alors après, oui, un rêve nouveau. Les narcotrafiquants organisés en mafia sont des gens dangereux. Bah oui. Les cartels de la drogue, attention, c'est des gens dangereux et c'est des mafieux. Bah oui, oui, on sait, oui, effectivement, effectivement. Mais du coup, toute la question est de comment tu luttes contre ces réseaux mafieux. Et déjà, il y a quand même une grosse piste, sachant que l'intégralité de nos voisins européens le font petit à petit, et voire l'ont déjà fait, c'est quand même la légalisation ou la dépénalisation du cannabis. Encadrer mieux ça, déjà, ça libère de l'argent et même ça pourrait permettre de faire du travail, libérer aussi des moyens humains et même policiers. Allons-y, allons-y, pourquoi pas, hein. Mais de la vraie police d'investigation, de l'enquête pour aller remonter les réseaux mafieux, suivre les traces de l'argent, etc. Comme dans The Wire finalement, quoi. Au lieu de faire du tout sécuritaire et du communicationnel pourri en disant regardez, on a mis 3 baqueux en plus dans ce quartier, maintenant ça rigole pas, hein. Allez, amende forfaitaire pour les consommateurs. Ça ne sert à rien, ça. C'est de la merde. Au contraire, si on légalisait, on encadrait, on avait une vraie politique publique autour du cannabis, ça serait à même à la fois déjà de couper l'herbe sous le pied des réseaux de narcotrafiquants. Ça c'est vu, c'est par exemple avec l'exemple du Canada, on peut le voir, le marché noir maintenant c'est tout petit dans la consommation de cannabis au Canada. Et en plus, ça libérerait aussi des moyens humains pour faire du real police work, c'est-à-dire du travail vraiment d'enquêteurs qui vont aller déjouer des réseaux mafieux de narcotrafic. Parce que voilà, moi même si je suis pro-légalisation et que je suis contre le tout sécuritaire de la droite, faut pas non plus faire le gauchiste débile. Les réseaux mafieux de narcotrafic, c'est absolument pas des camarades, c'est le pire du capitalisme en réalité. C'est le capitalisme le plus débridé possible, quoi. Donc ces gens-là, c'est des réseaux auxquels il faut éventuellement lutter. Ouais. Mais c'est pas en mettant des baqueux et des caméras de surveillance pour aller chercher des petits dilos dans les cages d'escalier et pénaliser le consommateur qui va faire avancer quoi que ce soit là-dessus. Voilà. Voilà. Oui, je pense qu'il est très menacé, oui. Alors, il n'est pas le seul. Il y a aussi 15 Je dis magistrats ce que j'avais à dire. Maintenant, on va le qui, laisser. aujourd'hui, enquêtent sur le narcotrafic et qui sont protégés par la police, parfois leur famille. Il y a encore, quand je suis arrivé à la chancellerie, il n'y avait aucun magistrat qui était protégé pour des raisons de narcotrafic. C'était contre le terrorisme. Et en un an, une quinzaine de magistrats sont protégés comme des agents pénitentiaires, des directeurs de prison et comme des lanceurs d'alerte ou des journalistes d'investigation. C'est le cas d'Amine Kessassi. Donc oui, la peur est importante. C'est pour ça que l'État doit être extrêmement ferme et que je porte les prisons de haute sécurité, le statut du repenti, la lutte contre le narcotrafic comme étant une menace qui est une menace de sécurité intérieure. C'est pas une simple menace de criminalité organisée. C'est une menace de sécurité intérieure comme l'est le terrorisme. Ok, donc c'est du narcoterrorisme ça maintenant. Après là c'est des trucs un peu techniques, je sais pas trop. Je sais pas trop exactement. Les trucs de protéger des magistrats et leur mettre des protections policières parce qu'ils sont menacés par des réseaux mafieux de narcotrafiquants, j'en sais rien. Mais oui, légalise du con. Voilà. Le narcotrafic, souvent sont impliqués des mineurs et pas seulement. Je reviens sur quelques faits divers récents. Une professeure poignardée par un élève. Oui, dire oh là là, tout ça, au final, c'est un peu comme les terroristes. Tout à fait, Heisenberg, très bonne remarque. Quand t'as parlé d'éco-terrorisme pour les soulèvements de la terre, en fait, t'as fait perdre sa valeur au mot de terrorisme. Donc tout le monde est des terroristes maintenant. Et quand effectivement il y a des vrais sujets sur des réseaux mafieux de narcotrafiquants, bah du coup, tu tires à blanc, Darmanin, en fait. C'est des terroristes au même type que les soulèvements de la terre. Allez. 14 ans dans le Var, 6 jeunes dont un mineur interpellé dans l'enlèvement d'une magistrate, un chauffeur de VTC abattu par un adolescent de 14 ans. On écoute ça, la femme de cette victime de ce chauffeur VTC alors que le procès s'ouvre aujourd'hui. Ces enfants sont à peine plus jeunes que le meurtrier présumé. Voilà. Mais c'est encore une fois, si c'est des sujets qui vous intéressent, regardez The Wire. C'est la série qui a fait le tour de la question et dedans il parle de tout ça. Il parle de gens de 12, 13, 14 ans qui se retrouvent pris dans des réseaux de dealers d'héroïne avec des règlements de compte dans les quartiers à Baltimore et tout. C'est sale, c'est horrible ces sujets-là, c'est vraiment horrible. Donc la vraie question c'est comment on lutte contre ça, comment on se donne le moyen de lutter contre ça. Parce qu'effectivement, que des ados... Enfin, vous imaginez la précarité dans laquelle il faut être pour qu'à 14 ans, tu es recruté par une mafia, littéralement, pour aller faire des règlements de compte sur des missions à moitié uberisées bizarres en plus. Hein. Parce que c'est en mode genre, hop là, on te fait venir d'une autre ville, on te fait buter un mec et tu retournes chez toi avec un billet, quoi. Vous imaginez la précarité dans laquelle il faut être pour accepter de faire ça? C'est une tristesse. C'est une tristesse. Donc, sans des vraies politiques publiques et des vraies mesures mais d'enquête pour déjouer les réseaux, mais genre, on n'y arrivera à rien. Quand la seule réponse à ça, c'est plus de flics dans les cités et encore moins de travail, et toujours plus de néolibéralisme et moins de services publics. Mais genre, mais qu'est-ce que tu veux de se sortir de cette affaire? T'y arriveras jamais, on s'en sortira jamais. C'est pas du gauchisme c'est pas se voiler la face et se cacher derrière son petit doigt qu'il faut dire qu'il faut des politiques publiques ambitieuses et sur le long terme pour lutter contre le narcotrafic. Parce que parfois, quand t'es de gauche, t'es en mode genre, oui, mais le problème, c'est la société capitaliste. Si on changeait tout à la base, il y aurait plus ces problèmes-là. Oui, certes, mais une fois que t'as dit ça, t'as des trucs
voilà, t'as un peu rien dit, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, pour le narcotrafic, c'est pas se cacher dans son petit doigt que de tenir le discours que je suis en train d'avoir. C'est littéralement la seule solution. Et je veux dire, c'est à l'échelle d'un mandat présidentiel. Déjà, en 5 ans, tu pourrais déjà bien avancer là-dessus, pour de vrai. Pourquoi il a fait ça? Ça pourrait être mon fils, quoi, en fait. Mes fils, ils ont 12 ans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir de mes enfants maintenant. On a quitté Marseille pour ça. On n'était pas loin des quartiers. On a grandi nous-mêmes dans des quartiers. Face à cette violence des mineurs, votre collègue, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, s'interroge sur l'excuse de minorité. Il se dit même favorable à sa suppression à titre personnel. Partagez-vous son avis? Genre, vraiment. Ah, ok. Le gamin de 14 ans qui se fait recruter dans un réseau mafieux pour aller flinguer un mec comme un tueur à gages. Scénario de film de mafia, pour de vrai, c'est des logiques de mafia. Donc ce gamin-là de 14 ans, qui est prêt à faire ça, et on va lui dire, ah non mais il y a plus l'excuse de minorité, du coup il va se dire, ah pardon, je vais pas le faire du coup. Ah bah non, ils ont supprimé l'excuse de minorité, du coup je vais pas le faire. Non mais vous êtes con ou quoi, genre? Il a parfaitement raison, je suis pour la suppression de l'excuse de minorité. Alors voilà, c'est du tout répressif. Si on changeait le quotidien, la vie, les perspectives d'avenir de ces gamins-là, ils iraient pas s'acoquiner avec la DZ Mafia à 14 ans à faire les tueurs à gages, quoi. Ah non, mais supprimer l'excuse de minorité, ça va changer quoi que ce soit. Ils sont prêts à risquer leur vie, à flinguer leur vie en allant tuer des gars pour un billet. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre des conséquences de ça? Enfin, genre, ça me rend fou, quoi. Vous êtes cons, quoi. Vous êtes trop cons. Vous n'êtes pas là pour protéger les Amine Kenassi et compagnie. Vous n'êtes pas là pour améliorer la vie dans les quartiers. Ils s'en battent les couilles. Ils sont là pour faire leur beurre et dire, ah bah oui, regardez tout ce qu'il y a, c'est horrible. Hein. Il faut plus de flics, votez pour moi. Cependant, il faut changer la Constitution pour ça. Et je suis pour revenir, en effet, pour faire une modification constitutionnelle. Je le dis également à titre personnel, nous n'avons pas les moyens parlementaires aujourd'hui de cela. Je suis même pas sûr que tout le monde... Vous avez essayé une loi portée par Gabriel Attal? Oui, elle a été censurée. On a enrichi la loi de Gabriel Attal, que je remercie d'avoir travaillé sur cette question. On a travaillé ensemble. D'ailleurs, un vote assez unanime avec la droite et une partie du centre et du centre-gauche. Et puis, on a été censuré par le Conseil constitutionnel. Et il faut respecter le Conseil constitutionnel. Il a fait ce qu'il devait faire. Ça veut dire qu'il faudrait que le Parlement se réunisse en congrès à Versailles et que le président vous tienne dans cette démarche. Oui, alors je pense... C'est prévisible, c'est prévu, c'est ce que vous voulez. Si on changeait la Constitution pour pouvoir foutre en tôle des gamins de 13 ans, ça réglerait le problème, non? Non. Allez. Je pense qu'on n'en a pas. Je pense qu'il n'y a pas unanimité au gouvernement pour ça. Je pense qu'on n'en a pas les moyens politiques aujourd'hui avec une assemblée où nous sommes extrêmement minoritaires. Mais je pense que c'est pour l'année prochaine, c'est-à-dire pour un débat présidentiel. C'est un sujet à mettre dans la campagne présidentielle. Oui, et moi je suis favorable à une modification importante des mineurs. Alors je pense qu'il faut toujours laisser au juge le moyen de considérer que cette personne est mineure et qu'elle doit être traitée par des mineurs. Je pense que le tribunal pour enfants doit continuer à exister, même s'il doit être modifié. Mais l'excuse de minorité, comme l'a dit Laurent Nunez, doit être supprimée. Aujourd'hui, il y a à la fois une immense violence des mineurs, qui sont aussi parfois victimes. Il y a aussi 400 000 gamins à l'aide sociale à l'enfance. Ah bah tu sais, on a quelque chose à foutre des enfants. C'est quoi les politiques publiques sur l'aide sociale à l'enfance ces dernières années, monsieur le droitard de merde? C'est foutre des enfants placés dans des familles où ils se font battre sans aucune perspective d'avenir et après ils se retrouvent à avoir les vies les plus brisées possibles. Genre je sais plus, quand tu regardes le pourcentage d'enfants placés à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, qui finissent littéralement SDF tellement ils ont eu des vies horribles dès le plus bas âge. Ils en ont rien à branler d'habitude, hein. Quand il y a eu l'IS loufoque là, qui portait ça vaillamment et qui devait être élu député lors d'une législative partielle, les mêmes Darmanin et les macronistes, ils ont dit c'est l'extrême gauche l'IS loufoque en fait. Vous êtes zinzin, il faut faire barrage contre l'extrême gauche. Vous avez rien à foutre des gamins, vous voulez juste réduire la dépense publique et faire du tout sécuritaire. Vos politiques publiques, vos désinvestissements, dans les politiques publiques du placement d'enfants, de l'aide sociale à l'enfance, ça crée du malheur à échelle industrielle. Et là, ils sont en mode genre, ah bah oui, et là, ça se réveille pour parler de l'ASE, monsieur le ministre de la Justice, juste parce qu'il peut faire son beurre, parce qu'il y a des ados de 14 ans qui flinguent des gens dans des règlements de compte à Marseille, quoi. Non mais wesh, non, mais quelle indignité, quelle indignité. Quelle indignité. Un quart d'entre eux seront SDF. Oui, voilà, c'est exactement le truc, effectivement. Il y a 20-25% des enfants placés à ASE qui finissent SDF tellement ils ont des vies brisées par le parcours horrible qu'ils doivent subir, quoi. Et c'est de pire en pire parce qu'il y a de moins en moins de thunes. Oui, on dit ASE pour l'ASE, pardon, pour l'ASE. On sait qu'un quart d'entre eux iront dans les prisons françaises. On sait qu'un tiers d'entre eux seront dans le proxénétisme ou dans la criminalité organisée. Donc il y a à la fois une honte pour la République de ce qu'elle fait pour des enfants de l'ASE, de la DAS, comme on disait auparavant. C'est toi la République, enfoiré. Et puis il y a aussi beaucoup plus de fermeté à avoir sur des mineurs qui, en effet, commettent des actes ignobles. Mais est-ce qu'ils sont plus violents parce qu'il y a moins de mineurs mis en cause dans les faits de violence? On est d'accord, les chiffres de la violence des mineurs baissent.
Mais quand ils commettent des actes, ils sont de plus en plus violents. Une hyper-violence, vous J'étais dites ? ministre de l'Intérieur lorsque cet enfant, ce gamin de 14 ans, a assassiné ce travailleur honnête qui conduisait son Uber. Surnommé C'était la première fois qu'on avait un tueur à gages de 14 ans. Voilà. Et j'utilise le mot de tueur à gages parce que c'est évidemment ce qu'on ressent quand on entend cette histoire absolument ignoble. Donc les mineurs qui commettent des actes de violence aujourd'hui le font de manière beaucoup plus violente qu'avant. Mais vous nous annoncez que vous ne pourrez rien faire avant la prochaine présidentielle, en fait, puisqu'il faudrait modifier la Constitution. Mais il faut 3/5 des parlementaires de l'Assemblée du Sénat. Il faut donc qu'une majorité soit donnée au prochain président de la République pour pouvoir modifier la Constitution. Je suis démocrate, je suis volontaire, mais je suis démocrate. Autre thème majeur. Du coup, je vais rien faire. Je vais tenter de me faire élire en 2027 peut-être, et là on verra. Tenez, message intéressant. En attaquant depuis 2017 un président trop intelligent pour eux, les appareils et les médias ont créé un bourbier, fait de polémiques débiles et de postures ringardes. Seuls les populistes qui les ont nourris prospèrent et rient de les voir piétiner la fange, rageurs et amaigris. C'est bien, t'écris bien, mais pourquoi tu vas pas écrire un bouquin au lieu de mettre des commentaires de cons comme ça dans un chat Twitch, quoi? Le président est trop intelligent pour eux. C'est la faute des débiles qui ne comprennent pas le président de la République. On t'a reconnu, Macron? T'as que ça à foutre de ta journée d'aller parler dans les chats Twitch? Bouffon, va. Tiens, regarde ce que je vais faire. Bim là, ça c'est le populisme qui banne des gens. Hop là. L'engorgement des tribunaux, vous avez annoncé hier 3 nouvelles salles et des nouveaux greffiers pour la cour d'appel d'Aix-en-Provence, tellement engorgés que des détenus en attente de procès pourraient être libérés. Est-ce que ça suffira? Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin qu'aucun de ces détenus dangereux ne sera libéré? En effet, je peux vous le dire. J'ai entendu le cri d'alarme depuis que je suis arrivé. Ça fait 1 an à peine au ministère de la Justice, des procureurs généraux qui disaient notamment qu'en effet, des gens allaient être libérés de détention provisoire parce que la justice n'était pas capable d'organiser, d'audiencer, comme on dit dans la justice, leur procès à temps. C'est la date du procès et comme on ne peut pas les retenir indéfiniment en prison, Exactement. Il fallait les libérer. 19 accusés criminels devront être mis en liberté en 2026. Seulement dans la cour d'appel d'Aix. Exactement. Et c'était une 50aine dans toute la France. Et donc j'ai pris des dispositions, indépendamment même d'une loi. Et je remercie d'ailleurs les moyens qu'on m'a donnés lors du budget qui vient d'être voté. J'ai pris des dispositions pour que ce ne soit pas le cas. Et donc à Aix-en-Provence, qui était le moment le plus difficile, il y a 464 affaires en attente. Et hier, j'ai rencontré les victimes, notamment la maman de Sokaina. Vous vous rappelez tous de cette ignoble affaire. Des femmes victimes de viol qui attendent depuis 8 ans parfois l'audience de leur jugement. Les femmes victimes de viol qui attendent le truc de leur jugement. T'es bien placé ça. Alors rappelle, hein, il y a eu un non-lieu sur les accusations de viol qu'il a fait, Darmanin. Un non-lieu, c'est pas dire qu'il a été innocenté. C'est juste que la justice ne pouvait pas statuer là-dessus. Darmanin, le violeur, on peut le dire, il n'a pas été innocenté. Hein. Alors, il est... peut-être qu'il est coupable, peut-être qu'il est innocent. Je sais pas, mais en tout cas, on a le droit de dire à Darmanin le violeur, a priori. Oh là là. Quel enfer. Quel enfer. Et oui, aux limites, plus de moyens pour la justice, comme le réclame l'intégralité des magistrats. Peut-être que ça pourrait être à même de régler la situation. Ou arrêter de foutre en prison des gens en mandat de dépôt pour 3 mois, alors que ça ne sert absolument à rien, que ça n'a aucun effet bénéfique sur la société et le collectif. Et sur les personnes concernées qui ressortent de la prison brisées et encore plus dans la criminalité d'une certaine manière qu'avant d'y aller. Elle les met dans une case où c'est de plus en plus difficile de s'en servir. À ce moment-là, je sais pas, peut-être avoir un rapport différent à la prison et aux peines, ne pas s'en servir comme un outil de contrôle social. De la même manière, ça libérerait peut-être des places de prison pour ceux qui, effectivement, ont plus de raisons d'être en prison, à la limite, et mettre de l'argent dans la justice. Arrêter de faire des politiques de réduction des dépenses publiques. Je sais pas, non, c'est une piste intéressante. Non, il est en mode genre, alors constitutionnellement, je peux pas faire trop ma dérive autoritaire, donc en fait, si vous m'élisez en 2027 et qu'on a l'extrême droite au pouvoir, peut-être qu'on pourra tous les foutre en tôle une bonne fois pour toutes, cela. Allez, ça le violeur, va. J'ai pris les moyens de greffiers, de magistrats, 4 nouveaux présidents d'assises. On a construit des salles en urgence pour que ce ne soit évidemment pas le cas. C'est pour Marseille et pour le reste de la France? Alors, j'ai annoncé à Marseille parce que c'était ce qu'il y a de plus urgent, pour qu'on soit bien certain que les 19 accusés ne soient bien jugés, ne soient pas libérés de détention provisoire. Et je vais annoncer la semaine prochaine pour l'ensemble du pays, pour les 36 cours d'appel. Et le meurtrier présumé de Sokaina, il fait partie de ces personnes qui devaient être libérées. Elle avait été tuée d'une balle de Kalachnikov dans la tête alors qu'elle révisait dans sa chambre. Il ne faisait pas partie des personnes qui auraient pu être libérées en 2026, mais la question se posait pour 2027. Et donc les moyens que j'ai proposés, le changement d'organisation fait que ni en 2026, ni en 2027, personne ne sera libéré de prison parce que nous sommes mal organisés dans la justice. Donc et pour le reste de la France, France, c'est une 50aine en France, c'est exactement. ça? Donc, aucun des 50. Exactement.
aucun des 50, on est certain. C'est des présidents d'assises dans chacune des cours d'appel, c'est des salles que nous construisons en urgence, c'est des greffiers qui sont affectés. Et donc nous avons fait ce plan depuis à peu près un mois et j'ai été heureux de l'annoncer hier. Et j'ai vu du soulagement dans les yeux des magistrats et des victimes, évidemment. Bon, mais après... Pour le reste de la France, vous allez faire quoi? Vous allez Ça, faire vraiment, c'est le truc que j'ai absolument pas suivi, c'est des trucs un peu techniques. Bon, ouais, ok. Exactement. Mais combien de nouvelles C'est salles? ce que j'avais à dire. Je travaille en ce moment avec chacun des premiers présidents de cour d'appel, chacun des procureurs généraux. Je reçois cette semaine, par exemple, les responsables de la cour parisienne. Et vous savez, c'est un long travail difficile parce que, par ailleurs, il faut organiser une justice qui est indépendante. Donc mon travail, c'est de reprendre un petit peu la main dans l'organisation du ministère de la Justice, mais je pense que les magistrats sont tout à fait compréhensibles devant l'enjeu. Pourquoi tu bégayes? Arrête de bégayer. Après, il y a un changement structurel, cependant, à faire dans notre loi. Parce que personne ne comprend qu'on met Il est 6 toujours ans... en poste, mais oui, bien sûr qu'il est toujours en poste. Il restera en poste jusqu'à la fin. Il sera ministre de la Justice jusqu'en 2027. Hein. Et après, il va essayer de gratter un ministère si jamais le RN arrive au pouvoir. Hein. Mais enfin, c'est Darmanin. Hein. Putain, la pire merde humaine. Hein. Bien sûr qu'il le laisse là. Il fait du bon boulot hein, pour la Macronie. Très bien. Hein. Ils ont tout intérêt à le laisser là. Hein. Ah là là. La prison est incapable de réhabiliter ses détenus, alors on arrête de les libérer. Bah ouais, c'est un peu ça. Normalement, dans la prison, t'es censé purger une peine, et après, une fois que t'as purgé ta peine, pouvoir te réinsérer dans la société, etc., quoi. Mais bon, c'est en mode genre, ah non, on va les laisser en prison. Bon bah. Pour avoir un jugement de viol, et 8 ans pour avoir un jugement pour homicide. Moi, hier, c'était extrêmement touchant. J'essaie d'être le ministre des victimes. Je rencontre les victimes partout où je vais. J'ai rencontré 4 victimes. Le ministre des victimes, quoi. Encore une fois, le fait qu'il y ait eu un non-lieu sur son affaire de viol, mais qu'il n'a pas été innocenté, et qu'il ose ouvrir son claque-merde, c'est vraiment la pire personne sur Terre, Darmanin, quoi. Ah, comment il peut se regarder dans la glace sans se cracher sur le reflet comme ça dès qu'il se voit? Je ne comprends pas comment on peut être comme ça, je ne comprends pas. Notamment 2 de viols qui attendaient depuis 7 ans. Depuis 7 ans, le jugement en première instance. Oui, la justice est inefficace pour traiter les affaires de VSS, tu t'en rends compte maintenant? Oh, alors quand c'était inefficace à traiter ses affaires de VSS à lui, il était bien content, il était en mode genre, bah non, c'est trop bien, regardez, je n'ai pas été jugé, je n'ai pas été condamné. Bah oui. Ils ne peuvent pas se reconstruire, parfois leur agresseur a été libéré, celui-ci a parfois refait sa famille. Parfois l'agresseur est devenu ministre de l'Intérieur, puis ministre de la Justice, parfois l'agresseur vient ouvrir son claque-merde sur les plateaux télé tous les matins, parfois leur abject agresseur est une véritable cuve à pisse et il parle au français tous les jours, au plus haut niveau du gouvernement, c'est horrible pour certaines victimes, quoi. Oh là là. Un avis sur le nouveau président du Portugal? Bah, c'était le président sortant, non? Je sais plus. Ou c'est une espèce de PS un peu à la con, mais au moins c'est pas l'extrême droite, quoi. Ouais, non, je sais pas. Un boulot, on a donc peur que 7 ans après, tout ça n'a plus d'intérêt pour les magistrats. Mais que fait-on face à ça? Pardon? Quel est votre objectif? Donc là, c'est divisé. 6 ans pour un viol, 8 ans pour un crime de sang. C'est très clair, c'est divisé par 2 ce temps. Donc 4 ans pour un crime de sang et 3 ans pour un... Et c'est déjà beaucoup d'argent, ça. Et c'est déjà... Je pense qu'une meilleure organisation, c'est pas toujours besoin d'argent. Non mais ce discours-là, ça c'est le discours de libéral débilos, quoi. Typiquement avec l'éducation nationale, c'est ça. Ça fait des années, ça fait des décennies que tout le monde, sans exception, tous les gens qui travaillent à l'éducation nationale sont d'accord pour dire il y a le problème principal de loin qui structure absolument l'intégralité de tous les autres problèmes, c'est le manque de moyens. On n'a pas assez de moyens. On n'a pas assez de thunes, on n'a pas d'équipement, il y a des collèges, ils n'ont même pas l'argent pour avoir suffisamment de feuilles pour faire des photocopies. Alors l'argent pour créer des nouveaux postes, l'argent pour rendre le métier un peu plus attractif et pouvoir que les profs puissent se projeter dans l'avenir, etc., etc. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un manque de moyens. La justice, c'est pareil, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un manque de moyens. Il y a eu des grèves de magistrats assez massives ces dernières années, quoi. Et qu'est-ce qu'ils répondent, ces cons-là? Ils sont en mode genre, non, mais c'est pas que l'histoire de manque de moyens, peut-être qu'avec une méthode agile et un peu plus de lean management, on pourrait réussir à optimiser les trucs. Ah mais ça va! Ça va, c'est une insulte par rapport, c'est le ministre de la Justice, c'est une insulte par rapport à tous les fonctionnaires de justice qui travaillent dans son ministère et dont il est responsable. C'est une façon de dire, peut-être qu'ils savent pas s'organiser ces magistrats de merde aussi, si on les apprend à travailler mieux, on n'aura pas besoin de plus d'argent. Ta gueule, il faut plus de moyens, c'est tout, point à la ligne. C'est vos politiques austéritaires, c'est vos politiques de réduction des dépenses publiques, c'est vos politiques néolibérales, vous mettez toute la thune pour la compétitivité des entreprises et rien pour les services publics, qui fait que la justice est inefficiente de la même manière que l'éducation nationale se casse la gueule, de la même manière que les soins se cassent la gueule, de la même manière qu'il n'y a plus de pognon pour les retraites. C'est toujours la même chose. C'est vos politiques néolibérales de merde. Alors de les entendre au bout de 9 ans de politique qui ne marchent pas, juste pour les macronistes, hein, il y avait déjà les mêmes politiques avant, sous Sarkozy, sous Hollande, même sous Chirac. Leur dire, mais c'est pas qu'une histoire d'argent. C'est pas forcément qu'une histoire d'argent. Peut-être qu'ils travaillent mal, les fonctionnaires. Allez,
Nique ta mère, Darmanin, voilà. L'organisation du ministère de la Justice mènerait à ça. Déjà 3 ans pour avoir un jugement pour viol et 4 ans pour avoir un jugement pour meurtre, c'est déjà beaucoup. Mais comment vous faites? C'est votre future loi qui va Oui, effectivement, si t'es là, Groubignol, n'hésite pas à noter ce timecode-là, ça pourrait être pas mal aussi. résoudre ce effectivement, problème, qui va diviser les délais par 2? Au mois de mars prochain, dès lundi au Conseil d'État, je présente une loi de 7 articles qui réorganise la justice criminelle et qui permet en effet, c'est un petit peu long à expliquer ici, mais de diviser ces délais par 2, avec en effet des moyens supplémentaires. Et là, il y a des moyens supplémentaires au ministère de la Justice. Nous avons 1600 créations de postes cette année. Donc il y a de quoi faire. Et donc nous devons rendre compte au Parlement et aux Français des moyens qu'on nous donne au ministère de la Justice. Dont l'extension de la procédure de plaider coupable, c'est bien cela. Exactement. Alors parmi les dispositions, il y a une simplification de procédure pénale, parce que parfois on multiplie les procédures pour empêcher que les C'est des trucs un peu techniques, hein. Moi je connais pas très bien le droit et tout. Bon, on va regarder. audiences se tiennent, dans l'espoir de voir son client, par exemple, libéré de détention provisoire. Évidemment, il faut respecter les droits de la défense, mais il ne s'agit pas non plus de retarder à l'envi. Les victimes ont aussi des droits. Et moi, je suis le ministre qui dit que les victimes ont aussi des droits. Il n'y a pas que les accusés qui ont des droits, tout le monde a des droits. Et le deuxième point, en effet, c'est la réorganisation de la cour criminelle et un plaider coupable en matière criminelle, comme le font nos amis espagnols, anglais, allemands. Mais ça veut dire que la réorganisation des cours criminels, ces cours J'avoue, criminels j'ai départementales pas- que vous voulez étendre encore J'ai pas les connaissances en droit nécessaires pour donner un avis là-dessus. Hein. Je sais pas. plus, l'avenir de la justice, c'est une justice sans citoyens? D'abord, Est-ce que c'est le sens? Est-ce que ça Non. va vers plus de démocratie, ça? Alors moi, je suis pour davantage de citoyens dans la justice, et donc c'est pour ça que pour la première fois, on va réintroduire les citoyens dans le jury des cours criminels. Mais ils seront minoritaires. Ok. Oui, c'est vrai, parce que la justice est aussi une manière, il faut la traiter de façon professionnelle, mais il faut remettre des citoyens qui aujourd'hui ont été écartés de la cour criminelle dans la formation des 5 magistrats qui prendront les décisions. Après, il y a des dispositions toutes bêtes. Dans le Nord, par exemple, nous n'avons le droit qu'à une seule cour criminelle, parce que la loi dit que c'est une seule cour criminelle par département. Dans le Nord, nous avons plusieurs tribunaux, nous pourrions avoir plusieurs cours criminelles. Rien que ça, nous faisons baisser le nombre d'affaires en attente. Deuxièmement, les récidives ne sont pas prévues par la cour criminelle. Donc dans l'affaire Pellico, il y a 17 accusés, 17 condamnations, 16 acceptent leur jugement, et le 17e fait appel, et il fait appel où? Dans la cour d'assises. Ça demande une organisation pour la justice extrêmement compliquée. Bref, je pense qu'il y a du bon sens à remettre dans la justice. J'essaye de mettre du bon sens dans la justice. Ok, bon, je sais pas. J'ai pas d'avis sur le fait de mettre des jurés citoyens dans les cours criminels. J'avoue, j'ai pas les connaissances en droit pour avoir un avis là-dessus. Donc bon, bah ok, très bien, voilà. Ce que j'avais à dire là, je les ai dit, je pense, que ce soit sur le narcotrafic ou sur le. Très bien. Ok, allez, on passe à la suite, parce que là, j'avoue, c'était des sujets. Sur la fin, c'était un peu technique. Je préfère rien dire plutôt que dire des bêtises, donc allez. Thème qui concerne passe à la beaucoup de suite. Français, OnlyFans. Le Sénat examine Ah, cet après- voilà un sujet qu'on connaît mieux. Voilà. OnlyFans, le cul. Ça, on connaît ça. après-midi une proposition de loi LR pour encadrer donc les plateformes pornographiques comme OnlyFans. Il vise directement ceux qui sont appelés managers sur la plateforme pour qu'ils soient considérés désormais comme des proxénètes. On écoute Christine au micro France Info de Marc Bertrand. Ok, des managers. Après, alors pour le coup, je connais pas tous les managers OnlyFans, parce que je connais pas trop de leur. Parce que pour moi, dans mon esprit, et dans l'esprit de beaucoup de gens, il y a ce côté, en vrai, OnlyFans, bah, c'est mieux que des réseaux de proxénétisme et compagnie, parce que certes, c'est une manière uberisée de faire du travail du sexe un peu, dépendant du plateforme, etc., etc. Donc il y a des vrais désavantages, mais c'est pas des réseaux de proxénétisme a priori. C'est probablement une idée fausse que j'ai, hein, du coup. Mais comme quoi, au moins, ça permet à des TDS d'être indépendantes et de travailler directement pour elles-mêmes sur OnlyFans. Mais en vrai, il y a des gros réseaux derrière, et effectivement, il y a du proxénétisme avec des espèces de managers OnlyFans qui en fait font des réseaux de proxénétisme. Mais ça, pour le coup, je connais pas très très bien, quoi. Mais sur le papier, OnlyFans devrait permettre une certaine indépendance des travails du sexe et une certaine émancipation par rapport au réseau de proxénétisme. Mais au final, il y a des gens qui sont en mode genre, non, moi je suis manager de travailleuse OnlyFans, let's go. Mais toujours, c'est ce qu'il faisait, Andrew Tate, non? C'est le truc à la Andrew Tate qui a été condamné au final parce qu'il avait des cam girls qui bossaient pour lui, et au final c'était de la traite d'êtres humains et du proxénétisme, non? Ouais. C'est clairement du proxénétisme, ils font des maisons exprès pour des streams en masse. Ouais, voilà, des trucs comme ça. C'est un lore que je connais aussi mal, mais voilà, si, à partir du moment où c'est des réseaux de proxénétisme, effectivement, bah, il faut lutter contre les réseaux de proxénétisme. Et quand OnlyFans c'est utilisé par des travailleuses du sexe indépendantes pour justement travailler sans être dépendantes de réseaux de proxénétisme, bah là c'est une bonne chose. Mais s'il y a un réseau de proxénétisme qui sert d'OnlyFans et des plateformes pour faire du proxénétisme et du trafic d'êtres humains, bah là c'est une mauvaise chose. Donc le problème, c'est pas les plateformes en soi, le problème c'est toujours le même, c'est le proxénétisme et tous les réseaux mafieux qui vont se bricoler autour. Pourquoi j'utilise le terme de réseau mafieux, comme tout à l'heure on disait avec le narcotrafic? Parce que historiquement,
C'est des réseaux mafieux qui gèrent tous les trucs de prostitution et compagnie. La mafia américaine, à l'ancienne, c'était quoi? C'était jeu d'argent, ils tenaient des casinos et des maisons et des bordels, quoi. Voilà, c'était prostitution, enfin, proxénétisme, jeu d'argent, extorsion, etc., etc., quoi. Les mafias, historiquement, c'est des trucs qui appartiennent aux mafias. C'est des trucs, des zones de trucs illégaux, quoi. Vous voyez. Et après, d'ailleurs, ils en parlent dans le parrain de ça. Les mafias sont mis aussi au trafic de drogue, etc., mais pas tous. Bref. Donc oui, il y a des réseaux de proxénètes mafieux derrière. Bah, c'est ça le problème, c'est pas la plateforme en soi. C'est clair. Salut Rich Mariol, comment ça va? Il y a des gros réseaux de proxénétistes, des mecs qui emploient des meufs précaires étudiantes et gèrent leur compte en prenant 70%. Bah ouais, bah, réseau de proxénétisme. Hein. Voilà. De la même manière que je vous conseillais l'excellente série The Wire pour parler des trucs de narcotrafic, il y a une excellente série du même gars qui s'appelle David Simon, le mec qui a fait The Wire, qui s'appelle The Deuce. Trop bien la série en 3 saisons qui parle de prostitution justement dans le quartier de The Deuce, qui devient Times Square par la suite, à l'époque des années 70, new-yorkaise bien crade et tout, genre bien soul. Et ça parle du coup de prostituées qui sont dans des réseaux de proxénétisme, et ça parle de l'arrivée et la légalisation de la pornographie aux États-Unis, avec du coup la manière dont des travailleuses du sexe, des prostituées, vraiment dans des réseaux de proxénétisme, pour la plupart à New York, ont pu pour certaines se reconvertir dans le porno, et voilà, ça parle de tout ça en fait, ça parle de travail du sexe, prostitution, pornographie, et ça te fait une grande fresque du New York des années 70 jusqu'au début des années 80. Non, ça se dit The Deuce. D-E-U-C-E. The Deuce. Trop bien cette série. Trop bien. Darmanin, il a fait de l'extorsion sexuelle contre du logement, non? Oui, tout à fait, en servant de sa position dominante, en mode genre, moi je veux bien accélérer ta procédure pour un logement social, mais il va falloir me sucer. Et c'était vraiment ça, quoi. C'était vraiment ça, en mode, c'est un violeur. Je créais du contenu jusqu'à 5h du matin sans m'arrêter tous les jours, en fait. J'étais dans un état vraiment archi lamentable. Je prenais de la drogue tous les jours pour tenir. J'étais tout le temps sous kétamine. Et du coup, je lui ai dit, en fait, je vais arrêter. Il voulait juste pas me laisser partir, en fait. Alors le grand problème juridique, Ça, c'est les trucs de proxénétisme, c'est horrible. C'est vraiment horrible. C'est des sujets genre, waouh. C'est des personnes qui sont au fin fond de la précarité, enfin de la fragilité par manque d'encadrement de la société en réalité, quoi. Comme ces activités illégales, tu te retrouves livré à toi-même, et du coup il y a des pires personnes qui arrivent et qui en profitent pour faire leur beurre en étant dans la domination la plus pure, quoi, la domination économique la plus pure, quoi. Les histoires de proxénétisme, ça fait froid dans le dos, la définition de la prostitution implique un contact physique. Donc l'enjeu, c'est de créer ce qu'ils appellent une infraction pour exploitation sexuelle en ligne. Est-ce que vous y êtes favorable, monsieur le garde des Sceaux? Oui, j'y suis favorable. Le gouvernement est favorable. C'est Aurore Berger. Bah ça, pour le coup, ça a l'air c'est un délit de proxénétisme, on va dire, de faire ça, y compris pour le proxénétisme en ligne sur les plateformes. Bon, en vrai, ça paraît... Non, vous en pensez quoi? Parce que là, Darmanin, il dit je suis pour, du coup, on a envie de dire non, mais il dit n'importe quoi, Darmanin. Mais là, pour le coup, en vrai... Après, à voir comment ils le font, hein, toujours pareil, à voir comment ils le font. Hein. Si au final, ça se retrouve par pénaliser les travailleuses du sexe et des plateformes, bon, bah ça va être de la merde, mais à voir. Mais dans l'idée, bon, ok, oui, encadrer ça et faire changer la loi pour pouvoir empêcher, lutter contre le proxénétisme en ligne. Bon, voilà. Mais le diable se cache dans les détails, tout à fait. Mais là, dans l'idée, oui, moi, je suis pas contre a priori. Hein. Faut voir. Qui va défendre ce texte au nom du gouvernement et donnera un avis favorable du gouvernement. 7 ans de prison et 150 000 euros d'amende aggravée si c'est un mineur, c'est ça? Exactement, jusqu'à 10 ans, en effet. Ça peut passer? Oui, d'abord c'est une proposition de loi LR, me semble-t-il, du Sénat, et donc je remercie aussi le Parti des Républicains. Et je pense qu'on peut travailler ensemble à lutter contre toute forme de proxénétisme et d'exploitation de la femme et évidemment des enfants. Dans un instant, Gérald Darmanin. Ok, bon, je n'ai pas grand chose à dire là-dessus. Merci bien ma Switch pour le 4e mois d'abonnement, let's go. Ah, enfin, j'arrive sur un live, je fais que regarder les replays YouTube, Ribo à cause de mes horaires. Ouais, j'ai lancé un peu en retard, là, je suis encore en live. Et... Bah, bienvenue dans la team, trop cool. T'étais quand même sub depuis 4 mois alors que tu me regardes que sur YouTube, ça fait plaisir. Ah, si seulement tous les viewers YouTube étaient comme toi. Merci beaucoup. Ok, ça a l'air de servir à rien, la loi contre le proxénétisme s'applique déjà, non? Je sais pas exactement. Là-dessus, franchement, j'ai pas envie de donner mon avis. En fait, j'ai pas envie de donner mon avis de demi-habile juste pour faire le contrarian par rapport à ce qu'a dit Darmanin. Franchement, je sais pas. Alors non, parce que la loi proxénétiste considère les clients comme proxénètes, donc potentiellement, ça serait le cas en ligne aussi. Ok, d'accord. Oui, c'est vrai qu'il y avait eu un truc là-dessus. Je sais pas. Okay. L'affaire Epstein qui a des répliques en France. Encore l'affaire Epstein, j'en ai parlé pendant toute une semaine entière, je commence à en avoir marre. En plus, c'est des sujets qui sont écœurants. Bon, faut-il ouvrir une enquête? Vous nous direz votre réponse, vous, le garde des Sceaux. Mais tout de suite, il est 8h46 et c'est l'info en 1 minute avec Sarah Ders. 1 minute qu'on ne regardera pas, nous on est là pour Darmanin, on n'a rien à foutre des infos. Oui, les infos. Oui, ok, allez. Le 8-30 France Info, Agathe Lambray, Paul Larouturou. Avec Gérald Darmanin, ministre de la Justice, ancien ministre de l'Intérieur. Paul, on parle d'un... Attends, de quoi? Actuellement, t'es locataire ou propriétaire d'un appart et t'héberges ta pote en galère qui fait du OnlyFans chez toi, tu peux être accusé de proxénétisme? Ah ouais. Ça craint. Ouais. Après, ouais, bon.
Il faudrait que je mette le nez un peu dans les détails de ces lois-là et tout, mais comme c'est un sujet que je connais pas hyper bien, voilà, je préfère ne rien dire plutôt que dire des bêtises, quoi. Ok. Ancien ministre de la Culture dans la tourmente de l'affaire Epstein. Critiqué pour ses liens étroits avec Jeffrey de Epstein, Jack Jack Lang, Lang a finalement, après une très grosse pression, démissionné de l'Institut du monde arabe. Est-ce que vous vous en félicitez? Est-ce que vous pensez que l'affaire Epstein s'arrête en France avec l'affaire Lang? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Il y a une enquête ouverte par le procureur national financier, dont acte. Il y aura donc des investigations importantes en ce qui concerne la famille de M. Lang, mais je n'ai pas d'éléments particuliers pour le savoir. Deux choses. Est-ce que vous vous félicitez de la démission de Jack Lang de l'Institut du Je monde pense arabe? que c'était mieux pour l'Institut du monde arabe et pour lui-même, manifestement. C'était une erreur de renouveler son contrat il y a 2 ans, alors qu'il avait déjà 83 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas à moi d'en juger, c'est le président de la République qui propose et les ambassadeurs des pays arabes qui valident. C'est pas à moi d'en parler. Sauf que Jeffrey Epstein avait aussi un appartement parisien et que l'association de protection de l'enfance Innocence en danger réclame l'ouverture d'une enquête. Et ça vous concerne. Y êtes-vous favorable? Donc dans une démocratie, c'est pas le ministre de la Justice qui ouvre les enquêtes, fort heureusement Non. pour les Français. C'est pas ma question. En revanche, donc je ne vais pas être favorable ou défavorable à l'ouverture d'enquête. Je ne vais pas faire pression sur les services judiciaires. Je suis leur ministre de tutelle et je suis le... On s'en bat les couilles, genre là c'est vraiment en mode il doit poser des questions, il est en mode genre moi j'ai rien à répondre là-dessus, j'ai ministre de la Justice, ça ne me concerne pas. Bon, ok, d'accord. le chef, si j'ose dire, du parquet. En revanche, si les gens déposent plainte en France, en général, le parquet ouvre une enquête. Et on peut même déposer plainte à la Constitution partie civile, ce qui encourage directement... Pourquoi il évite le sujet? Non mais là il fait le ministre des Affaires, le ministre de la Justice en disant c'est pas à moi de me prononcer là-dessus. une instruction d'ouvrir une enquête. La langue de bois, Une quoi. instruction. Donc si les personnes souhaitent le faire, qu'elles le fassent. Notre pays est un pays de droit et la justice enquêtera. Mais quand le président Macron, interrogé par l'émission Quotidien, estime que cette affaire concerne surtout les États-Unis et qu'il faut que la justice là-bas fasse son travail et c'est tout, dit le président de la République, est-ce que vous, en tant que ministre de la Justice, vous considérez que c'est une affaire américano-américaine? Je dis que si, d'abord c'est une affaire en partie française, puisque le parquet national financier a ouvert une enquête la semaine dernière, ces derniers jours, contre ou envers la famille de M. Lang. Mais par ailleurs, si la justice est saisie, j'ai une circulaire de politique pénale que j'ai adressée par 2 fois, exactement la même, l'année dernière. Je vais dire les termes. On se fait chier, elle est chiante de fou cette interview. Il arrive, il fait le mec ministre de la Justice en mode genre non, il faut laisser faire la justice de son travail. Ce n'est pas à moi de me prononcer et tout et tout. Il fait le politicien en langue de bois. Je me fais chier, voilà, je me fais chier. Je vous À le dis. l'ensemble des parquets. J'ai rien à dire Tous à ceux ça. qui Oui, s'en l'ensemble des prennent à parquets, le machin, le truc. Ils se perdent dans des espèces de trucs techniques pour faire le bon ministre de la Justice. Dadadi dadada. Je m'emmerde. On Des s'emmerde. femmes et des enfants. On s'emmerde, doivent Darmanin, voir tu de nous la part emmerdes. Des parquetiers, des Je m'en ouvertures bats les d'enquête. couilles de ce que tu J'ai 3 racontes. priorités de politique pénale, la lutte contre le narcotrafic, les violences faites aux femmes et aux enfants et les... C'est quoi, on peut pas passer à la suite. Il parle de politique politicienne après un peu, non? Le procès de Marine Le Pen, l'avenir politique. Vous voulez pas on passe direct à la fin? Je commence à m'emmerder. Après, il reste 3 minutes. Bon, allez, on va regarder les 3 actes minutes. antisémites ou anti-religieux. Allez, parle. Et dans mes 3 politiques pénales, il y en a une, c'est la lutte contre la violence faite aux femmes et aux enfants. Donc le parquet, j'espère, puisque c'est ma volonté, ouvrira une enquête s'il y a une plainte qui est déposée. Et alors justement, il y a aussi le nom de l'homme d'affaires Olivier Collant, conseiller à l'Élysée de 2007 à 2012. Il a entretenu une correspondance très nourrie avec Epstein à partir de 2013. Des demandes d'entrevue pour Nicolas Sarkozy. Alors de base, c'est un sarkozyste, Darmanin. Olivier Colomb, je pense qu'il le connaît, je pense qu'il voit qui c'est. Lui, il vient de cette team-là, c'est un sarkozyste. Et d'ailleurs, il a fait que copier Sarkozy tout du long de sa carrière, à faire le mec de droite et républicaine qui court après l'extrême droite et fait le mec de droite décomplexé. Vraiment, son rêve humide, c'est de devenir le prochain Nicolas Sarkozy. Une demande liée au financement politique de Bruno Le Maire, des échanges à tonalité raciste, homophobe, sexiste. Là encore, est-ce que ça intéresserait le ministère de la Justice? Je pense que toute infraction intéresse le ministère de la Justice. Simplement, je rappelle que dans notre pays, démocratiquement, Non, il les n'est pas dans les parquets files. ont l'opportunité des ouvertures quand ils lisent des choses dans les journaux, par exemple. Mais lorsqu'il y a des plaintes qui sont déposées, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on passe de la politique de la dépêche AFP ou de la déclaration à la politique de la plainte. C'est-à-dire que les gens déposent des plaintes et que la justice instruit avec des services enquêteurs. Oui, mais le seul qui ne peut pas ouvrir une enquête en France, la seule personne en France qui ne peut pas faire un article 40 pour dénoncer ce parquet, c'est moi. Le jour où je ne serai plus garde des Sceaux, je referai comme quand j'étais maire de ma commune à Tourcoing. Je fais des articles 40 quand je vois quelque chose. Franchement, c'est inintéressant. C'est inintéressant, sa mère. Genre, vraiment, j'ai rien à dire. Et vous me demandez à moi, qui suis le chef des parquetiers, qui suis le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, de faire quelque chose que je ne peux constitutionnellement pas faire. Mais donc je dis en revanche que la justice est très bien faite, que les instructions du garde des Sceaux Je suis fatigué, moi, je voulais pas faire un live trop long là. Pourquoi c'est pas intéressant comme ça? Sur les violences faites aux femmes et aux enfants, si des plaintes sont déposées, notamment dans l'affaire Epstein, il est évident, je pense, que les parquetiers ouvriront des enquêtes. Vous craignez? D'accord, super, j'en ai rien à foutre de ce que tu dis.
J'en suis là dans ma carrière. J'en ai rien à branler de mon React. On arrête, au revoir. Non, parce qu'à la fin, il y a des trucs qui m'intéressent. Au pire, change de React, MDR te force pas. Non, mais après, les trucs qui m'intéressent là, l'avenir politique, il va dire des trucs en mode. J'ai vu un petit extrait passer, moi, c'est la fin de l'interview qui d'autres m'intéresse. personnalités soient impliquées? J'en sais rien. Vous-même, vous l'avez rencontré, Non, Jeffrey jamais. Epstein? Est-ce que vous en aviez entendu parler dans votre entourage? Non, jamais. Moi, je suis plutôt quelqu'un du Nord-Pas-de-Calais que quelqu'un de New York, mais voilà. On s'en bat les couilles, allez, bon. Peut-être Gérald Darmanin. de fonctionner. Demain, place aux plaidoiries de la défense dans le procès de Marine Le Pen. Le parquet a requis 5 Moi, je ans suis juste un petit politicien de Tourcoing de rien du tout, moi. Oh, moi, leur truc d'ordure internationale, là, la bourgeoisie parisienne. Non. Moi, je suis pote avec mon boucher charcutier dans le bas de chez moi à Tourcoing. Y a aucun souci. Moi, je connais pas ces bails-là. Je suis pas là-dedans. Hein. Moi, je suis un vrai Français des territoires. Hein. Ok, d'accord. Ok. Super, t'es quand même aussi un sarkozyste. Et Olivier Colomb, qui est un des grands lieutenants de Sarkozy, lui, il a eu des liens avec Jeffrey Epstein où vraiment tu lis les messages, t'es en mode genre. Bon. Éligibilité. Si ces réquisitions sont suivies, Marine Le Pen ne pourra pas se présenter. Attends. J'aime quand Ribot s'énerve avec sa voix de dessin animé, lol. Il y a tellement un décalage entre sa voix et sa colère, lol. J'ai une voix de dessin animé, moi. Tu veux que je m'énerve comment, avec une grosse voix? Je vais parler comme ça maintenant, avec une voix suave. Je vais m'énerver avec une voix comme ça. Non, je sais pas. 2027, à l'époque de sa condamnation, vous aviez écrit qu'il serait profondément choquant qu'elle soit jugée inéligible. Est-ce que vous le rediriez aujourd'hui? Mais je ne suis plus député, donc plus libre de parole. Ah non, mais à l'époque, j'étais pas ministre de la Justice, donc j'ai donné mon avis. Là, maintenant, j'ai plus le droit de donner mon avis. Bon, bah, ok, facile. Oh là là. Un député, c'est libre de parole, élu par ses électeurs, avec l'immunité pour le faire. Je suis garde des Sceaux, donc il y a le citoyen député Gérald et le ministre Darmanin. Bien sûr, vous n'êtes pas la même, j'imagine, si vous êtes... Il faut séparer le député du garde des Sceaux, ouais. Il faut séparer le ministre de la Justice du violeur aussi, peut-être, à ce compte-là. Rédacteur en chef de France Info, si vous êtes citoyenne dans la rue, et c'est normal, c'est ce qu'on attend de vous, et moi j'ai un rôle à tenir, comme disait le général. Non, mais du coup, que le ministre de la Justice en exercice soit prononcé juste avant d'être nommé ministre de la Justice contre des décisions des juges, alors qu'il ne faisait qu'appliquer la loi par rapport à une candidate d'extrême droite qui peut être inéligible, on pourrait se dire, mais un peu biaisé ce ministre de la Justice. Mais il est en mode genre, mais non, mais j'étais pas ministre de la Justice à l'époque, j'ai changé depuis, maintenant je suis ministre de la Justice, je suis professionnel. Ah bon, ok. Il faut tenir son rôle, et donc je suis garde des Sceaux, je ne me permettrai pas de faire une pression quelconque sur la justice. Ce que je peux constater en revanche, c'est que Madame Le Pen a eu son premier puis son deuxième procès dans des temps assez records, qui permettent même à la Cour de cassation de pouvoir constater son pourvoi avant, si jamais elle en fait un, si jamais elle était condamnée. Elle a dit qu'elle se pourvoit, elle a dit que si elle est inéligible là, elle va pas se pourvoir en cassation. Ou dans tous les cas, elle sera pas candidate parce que même le pourvoi en cassation, ça serait trop ric-rac pour pouvoir y aller. Donc là, on saura début de l'été si effectivement elle va se présenter ou pas. Et a priori, elle va pas se présenter parce qu'elle risque d'avoir ces 5 ans d'éligibilité qui ont d'ores et déjà été requis par le parquet il y a une semaine. Voilà. La décision finale en appel, c'est début de l'été et on saura à ce moment-là si elle est candidate ou pas. Et il y a de très bonnes chances pour qu'elle puisse pas être candidate parce que la réquisition du parquet est apparue mardi dernier. Et ils requisent 5 ans d'inéligibilité sans exécution provisoire, mais du coup là la question se pose plus d'exécution provisoire, comme le procès en appel, du coup ça veut dire qu'elle aurait commencé sa condamnation au moment de son procès en première instance. Bon, c'est un peu technique, mais tout ça pour dire qu'il y a 99% de chances qu'elle soit confirmée inéligible et que du coup c'est officiel, elle se présente pas au début de l'été. Est-ce que Darmanin va se présenter au présidentiel? Justement, ils en parlent à la fin, c'est ça que je voulais voir. Avant l'élection présidentielle. C'est-à-dire que les Français auront eu le droit à une justice qui pourra trancher des différends. Je pense que c'est important qu'elle fasse son travail sans qu'il y ait de doute sur l'éligibilité de Madame Le Pen. Et c'est je crois, une performance qu'a fait le ministère de la Justice. Et vous préféreriez affronter Marine Le Pen ou Jordan Bardella en 2027, vous? Moi, je pense pas que les choses soient relatives en politique. En politique, il faut pouvoir, me semble-t-il, porter ses convictions et les gens vous choisissent s'ils ont une croyance en vous. Une sincérité en vous. Donc je choisis pas mes adversaires politiques. En revanche, il est évident que le Rassemblement national, ou l'extrême droite, comme l'extrême gauche d'ailleurs, mais l'extrême droite plus, est aujourd'hui dans une ascension très importante et que le risque est extrêmement grand de les voir gagner l'élection présidentielle. Ok, bon, on ne peut pas lui donner tort. Hein. Il vient de dire, il y a moyen que le RN il gagne la présidentielle, oui. T'auras fait quoi pour l'endiguement du RN, monsieur Darmanin? Rappelle que Darmanin, au débat télévisuel face à Marine Le Pen, a dit « Oh, Madame Le Pen, je vous trouve un peu molle sur le sujet de l'islam. Je vous trouve quasiment islamo-gauchiste. Hein. » Et après, il est en mode genre « Ça serait grave si l'extrême droite arrive au pouvoir. » T'es une des personnes qui a plus participé à la normalisation dans l'espace public et médiatique. Gros bouffon, va.
Darmanin, justement, vous êtes resté ministre de la Justice malgré vos ambitions à vous pour 2027, mais vous aviez indiqué mettre sur pause vos activités partisanes. Vous êtes sûr que vous tenez votre engagement ? Exactement, mais mettre sur pause l'activité partisane, je ne suis plus adhérent d'aucun parti politique. Je me consacre au ministère de la Justice entièrement aux affaires de l'État, m'empêche évidemment pas de faire de la politique. Quand vous plaidez, par exemple, pour une grande primaire de la droite et du centre, vous ne faites pas de la politique partisane ? Je plaide pour la survie de mon pays. C'est-à-dire que... Pas de la politique partisane ? Ah non, je ne crois pas, non. Non, non, c'est pas partisan en fait. Hein. En fait, l'union de la droite et de l'extrême droite, c'est la survie de la nation qui en dépend. Hein. Donc quand je dis ça, c'est pour la survie de la nation, c'est pas politique. Hein. Tout le monde peut dire ça de tous les sujets. Hein. Je pense que nous avons un risque très important de ne pas être au second tour de l'élection présidentielle. Oh, lucide. Effectivement. Hein. Le second tour Mélenchon-Bardella, moi j'ai beau retourner le truc dans tous les sens, quand même, ça a l'air d'être l'option la plus logique. Hein. Vraiment. Hein. Ça a l'air d'être l'option la plus évidente, quoi. Hein. Non ? Moi, franchement, je dis ça, c'est aussi... J'aimerais bien voir la gauche, la vraie gauche au second tour. C'est peut-être aussi pour ça, je suis un peu délu, vous voyez ce que je veux dire. Mais quand même, de plus en plus de gens sont d'accord pour dire que le Bardella-Mélenchon second tour, ça a l'air d'être presque la configuration par défaut, là, vu ce qui se passe actuellement. Hein. T'as parié ça sur un Polymarket. Et Darmanin a l'air d'être plutôt d'accord avec ça. Hein. Bah oui. Au final, tout le monde commence à se dire petit à petit, en fait, le bloc central, il va pas être au second tour. Donc, tellement en train de se péter la gueule, là, ça va être Mélenchon versus Bardella, quoi. Même Darmanin a l'air de se dire, ça risque d'arriver. Hein. Que dis-je, très important, extrêmement important, sans doute le plus extrêmement important, plus probable. Il est d'accord avec moi. Ce qui est le plus probable, c'est qu'il n'y ait pas de macronistes, de centre-droit, centre-gauche, de centristes, de bloc central au second tour. Et donc, ça serait Mélenchon versus Bardella. Selon Darmanin, et je le rejoins, je suis d'accord avec lui, ça semble, à l'heure actuelle, être la solution la plus probable. Bah tiens, je me demande pour qui il appellerait à voter dans cette configuration, monsieur Darmanin. Je me demande. Soit monsieur Bardella ou madame Le Pen face à monsieur Mélenchon. C'est-à-dire que les législatives derrière, par pitié, on en parlait hier avec Alix PNG. C'est-à-dire, en cas de second tour Mélenchon-Bardella, les législatives qu'il y aura derrière, ça va être historique, ça va être un foutoir pas possible. Parce que si Bardella gagne la présidentielle et Mélenchon est le chef de l'opposition, de par son statut de mec qui a atteint le second tour, ça va être en mode genre tout le monde avec moi, camarades, sauvons la République, il faut empêcher à Jordan Bardella d'avoir la majorité absolue, les gens. Et waouh, les législatives de zinzin qu'il peut y avoir derrière. Et là où l'effet repoussoir Mélenchon, ça pourrait faire qu'effectivement Bardella gagne malgré tout la présidentielle, ça serait horrible. Derrière ce législatif, ça serait différent, ça serait encore plus favorable à la gauche, vous voyez. On va se retrouver avec une situation des législatives revitalisées, repolitisées, avec Mélenchon, le premier opposant au fasciste Bardella qui a atteint l'Élysée. L'heure est grave, grand sursaut, barrage républicain qui n'est pas passé au présidentiel mais qui passe aux législatives autour de Mélenchon. C'est des scénarios qui sont de la politique fiction, certes, mais c'est vraiment pas impossible ce que je suis en train de dire. Hein. Vraiment, il y avait Jean Massier hier sur le chat. Quand même, Jean Massier, c'est pas un gauchiste mélenchoniste d'élu. Hein. Et il était en mode genre, j'avoue. Les législatives, il va falloir garder un gros œil dessus après la présidentielle. Hein. Ça peut tout changer. Ça peut vraiment tout changer. Donc c'est pour ça. Hein. C'est pour ça. Hein. Moi, je pense tout le temps à ça. Je suis en mode genre, mais 2027, ça va être historique potentiellement. Historique. Mais du coup, les législatives sont pas décalées avec les dissolutions. En gros, le président élu, il va faire comme la plupart des présidents élus, il risque de dissoudre l'Assemblée nationale pour provoquer des élections législatives dans la foulée des présidentielles. Parce que si t'as un président et que t'as pas une assemblée et la majorité absolue à l'Assemblée derrière, bah, c'est galère pour gouverner. On le voit bien avec Macron. Si Alain Bardella décide de ne pas dissoudre l'Assemblée nationale, si jamais il est élu président, il va se retrouver pendant 2 ans à voir l'Assemblée actuelle, où il sera minoritaire dedans, il pourra rien faire. Donc si Bardella arrive au pouvoir, ou le RN arrive au pouvoir, bah, a priori c'est dissolution législative dans la foulée, comme ça a toujours été fait. Quoi. Voilà. Sans ça, dans tous les cas, il n'aura pas de majorité, il est bloqué. Donc, voilà. Un risque, nous qui représentons, on va dire le bloc central, je ne sais pas très bien, la droite et le centre, je ne sais pas comment tout à fait le préciser, je dirais plutôt la droite et le centre en ce qui me concerne, et une partie du centre-gauche qui veut que la République continue à vivre comme elle est, nous avons un risque de n'être donc ni dans la majorité, ni auprès du prochain président de la République, ni dans l'opposition, puisque l'opposition sera alors LFI. Oui, il est assez lucide là-dessus, il est assez lucide. Bon, donc il est en train de dire, donc il faut s'unir et préparer la suite pour sauver la République. Non. Vous allez disparaître comme les merdes que vous êtes et ça sera mérité. Si vous êtes en mode genre, non, il n'y a plus que les extrêmes qui se rejoignent, bah c'est de votre faute. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je te dise? Et en plus, c'est pas les extrêmes quand on parle de LFI, c'est la gauche. À ce point
Pardon ? C'est perdu à ce point ? Je pense que c'est particulièrement dramatique. Notre désorganisation, C'est dramatique la pour vous, je suis d'accord. multiplication des candidats, notre mauvaise Il a raison. Il a raison. conception sans doute de la réflexion de ce que doit être un programme présidentiel. Pour l'instant, je pense que oui, c'est assez dramatique. Sauf qu'à un moment donné, si jamais ça arrive vraiment à Bardella versus Mélenchon second tour, c'est juste tu vas faire comme tout le monde et tu vas choisir ton temps, ton camp. T'as trahi LR plus ou moins pour rejoindre les macronistes parce que ça avait l'air d'être les gagnants. Il va faire pareil si c'est Bardella qui est élu. Il va être genre, pour sauver la République, je choisis de rejoindre le bloc de droite car je suis de droite. Et donc maintenant, voilà. Si la méta, ça devient vraiment extrême gauche versus extrême droite, c'est comme ça qu'ils présentent le truc. Mais en gros, LFI versus RN, le retour du clivage gauche-droite finalement. Et que la Macronie disparaît à moitié, à un moment donné, les vaincus, ils vont rejoindre un des deux blocs, quoi. Et Darmanin, il va aller s'acoquiner avec Bardella et compagnie, hein, c'est sûr et certain. Donc là, il fait encore le mec centriste quand il n'y aura plus de centre tel qu'il existe maintenant. Vous inquiétez même pas qu'il va aller rejoindre le RN. Hein. Nous sommes 1 an avant l'élection présidentielle. Nous avons encore le temps de nous organiser. Mais malheureusement, nous nous rapprochons de la date où ce n'est plus possible. Donc, ce n'est pas de la politique que de dire. Moi, j'ai le droit en tant que... Et vous allez rester au gouvernement malgré cela, parce que Sébastien Lecornu, qui envisage un remaniement, à court terme, un petit remaniement, vous réaffirme sa confiance dans une interview de la PQR. Il vous l'a dit directement, Gérald, tu vas rester au gouvernement parce que vous êtes assez proche. Moi, ça fait 9 ans que je suis ministre d'Emmanuel Macron. J'ai la chance de conduire, pardon de le dire comme ça, trois Ferrari à Bercy. J'ai mené l'impôt à la source, les Jeux Olympiques en étant ministre de l'Intérieur pendant 4 ans et demi, et maintenant la justice. Le président de la République connaît à la fois ma loyauté, et je pense que les Français connaissent mon sens de l'État et ma façon de travailler. Et vous êtes le chouchou du gouvernement. Mais il n'y a pas de chouchou. Vous êtes vraiment... Pas le chouchou du Non, je suis réélu chez moi à chaque élection, et donc je pense que j'ai une légitimité politique propre. Justement. Et je pense être une incarnation, en tout cas le porte-parole du gaullisme social, c'est-à-dire de la droite qui... Le gaullisme social, quoi. Ok, c'est quoi ta politique économique que t'incarnes, gros FDP, va, genre le gaullisme social. Tu veux faire la planification économique ? Ou tu veux faire une politique économique comme Chaban-Delmas ? Bah vas-y. C'est pas du tout, t'es pas un gaulliste social, t'as rien du tout. T'as un infect droitard, point à la ligne, quoi. Je pense qu'il faut être attentif aux plus petits, justement, de plus petits d'entre nous. Pardon, mais, je le dis avec sincérité, on ne peut pas se désintéresser de la façon dont on risque d'être éliminé de la vie politique en 2027. Justement, vous le dites... Allez, fais-toi éliminer de la vie politique une bonne fois pour toutes. On en a marre de toi, Darmanin. T'es une détestable personne. Casse-toi, oui, casse-toi. Bravo pour cette lucidité, mais arrête de te dire je vais me sauver mon cul. Non, dans 1 an et demi, tu disparais. Plus personne ne se souviendra de toi, ou alors tu veux te reconvertir dans l'extrême droite, et dans tous les cas, tu es un immense bouffon. Voilà. Tout le monde te déteste. Élu chez vous à chaque fois, vous arrivez ce matin sur France Info avec une annonce, le suspense était soutenable, néanmoins, vous venez nous dire que vous serez candidat à Tourcoing. Oui, je suis candidat aux élections municipales à Tourcoing, au numéro 2 de la liste menée par Doriane Bécu, qui est une excellente maire, qui était mon adjointe, qui m'a remplacé. Il y a des gens de Tourcoing ici. Et je serai premier adjoint si les Tourquenois me... Il y a des Tourquenois sur le chat ? Ah, comment j'en ai rien à foutre. Pardon, excusez-moi, hein, mais que Darmanin soit candidat à la mairie de Tourcoing, franchement, je suis sûr que même les Tourquenois, ils s'en battent un peu les couilles. Hein. Confiance au mois de mars prochain, parce que j'imagine pas d'être un homme politique qui ne va pas voir les électeurs. Et ça, c'est être démocrate. On peut imaginer un homme politique qui ne fasse pas d'activité partisane. Je ne suis plus adhérent d'aucun parti politique, je ne fais plus de réunions partisanes. En revanche, évidemment, je continue à faire de la politique et il faut en faire pour notre pays, c'est très important. Gérald Darmanin, Jean-Marc Morandini, définitivement condamné pour corruption de mineurs, a annoncé hier son retrait de l'antenne. Elle est nulle un peu cette interview, je pensais qu'il y avait plus de trucs à dire. J'aurais pas dû partir sur cette interview-là. Je sais pas ce que vous en pensez, je me fais chier, je suis genre, oh, Darmanin, même pas de dinguerie, on s'emmerde. Oui, alors, Morandini s'est retiré de CNews, enfin, c'est pas trop tôt. Il a fallu quoi, 1 mois de pressing, des collègues à lui qui se barrent pour contester avant qu'ils se disent je vais me retirer de l'antenne, quoi. Non mais sérieux. Oh. Ça fait 10 ans qu'il aurait dû se barrer, hein. Ça fait 10 ans qu'il y a eu la grève à iTélé en mode on ne bossera pas avec ce pédo, genre. Et là, ça y est, il se barre seulement maintenant. Bon bah super, hein. Après avoir été condamné définitivement en cours de cassation et qu'il y ait encore des nouvelles accusations et un nouveau procès qui se lance par d'autres victimes, quoi. Bon bah super. De CNews, qu'en pense le garde des Sceaux ? Est-ce une bonne chose ? Je pense que je ne commente pas les décisions de justice. La justice a fait son travail et que M. Morandini est définitivement condamné. Ensuite, c'est à son employeur de prendre ses responsabilités. M. Morandini est parti. Moi, j'ai trouvé que Sonia Mabrouk avait été particulièrement courageuse. Est-ce que ce retrait doit être définitif ? Parce qu'on ne comprend pas très bien si c'est le cas. Moi, je ne suis pas l'employeur de M. Morandini. Chacun a ses responsabilités. Ce que je vous dis, pourquoi elle est courageuse, Sonia Mabrouk ? Je pense qu'elle a eu raison de dire en direct à l'antenne ce qui semblait être un de ses combats. Et je sais, pour en avoir discuté avec elle, en dehors des micros très importants, des violences faites notamment aux enfants.
Et je crois qu'il est à peu près certain que ce serait arrivé à un homme ou une femme politique, évidemment, cette personne ne serait plus dans nos cabinets ministériels ou élus. Donc c'est normal que ça arrive également à ceux qui représentent quelque chose pour les Français, que sont les journalistes, qui ont un poids considérable dans l'opinion publique. Et je trouve que Mme Mabrouk a eu raison de le dire. Elle a quitté son travail pour ça. Je pense que J'ai décroché, j'ai pas suivi. Il a dit quoi? De quoi? Pardon. Excusez-moi. Dans nos cabinets ministériels ou élus. Donc c'est normal que ça arrive également à ceux qui représentent quelque chose pour les Français, que sont... Il a dit quoi? J'ai pas compris. Le culot du gars. J'ai décroché. Juste avant, pardon. Il a dit, bah nous on démissionne quand on a des affaires au cul et c'est normal que dans les médias ils le fassent aussi. C'est ça qu'il a dit? Je sais, pour en avoir discuté avec elle, en dehors des micros très importants, des violences faites notamment aux enfants. Et je crois qu'il est à peu près certain que ce serait arrivé à un homme ou une femme politique, évidemment, cette personne ne serait plus dans nos cabinets ministériels ou élus. Ah non, mais il a dit les violences faites aux enfants, ça va. Si c'est les violences faites aux femmes, ça passe. Ça passe. Et après, il dirait, mais moi je ne suis pas condamné. Il y a eu non-lieu sur mon affaire. Je ne suis pas condamné définitivement en cour de cassation, ça n'a rien à voir. Quelle ordure, hein. Quelle ordure. C'est honteux! Donc c'est normal que ça arrive également à ceux qui représentent quelque chose pour les Français, que sont les journalistes, qui ont un poids considérable dans l'opinion publique. Et je trouve que Mme Mabrouk a eu raison de le dire. Elle a quitté son travail pour ça. Je pense que c'est assez courageux de sa part. Il va être 8h50. Ouais, le cynisme et le culot prennent des notes, hein, vraiment. Elle m'a déprimé cette interview, ça fait longtemps que j'avais pas vu Darmanin. Même pas on a rigolé en se foutant de sa gueule, juste ça m'a déprimé. Cette interview m'a déprimé, je suis en mode genre, j'étais de bonne humeur, je passe un bon live et tout. Et là, cette interview m'a vidé de mon énergie vitale. Je suis en mode hop là. J'étais plutôt en phase de up ces derniers temps, là je suis en phase de down, c'est reparti. Super, allez, je vais aller prendre un Xanax. 38 sur France Info, l'heure de la question qui. Aujourd'hui, la question qui menace la démocratie, l'enquête annuelle de confiance dans la vie politique qui quantifie la défiance envers la classe politique donne une donnée extrêmement intéressante ce matin. Que dites-vous? On est 18 000 followers. Qui Let's go! Bravo! Bientôt 20 000, hein, bientôt les 20K. Team qu'en démocratie. Par contre, là, les followers sur Twitch, on s'est fait dépasser par Instagram, là. Lâchez des follow, là, s'il y en a qui peut encore lâcher leurs follow. On est à 24 000 sur Instagram, on est qu'à 18 000 ici. Moi, je suis streamer, je suis pas Instagrammeur. Hein. Bien avance et qu'il vaudrait mieux moins de démocratie. Que c'est de notre faute, que c'est de la faute de ceux qui sont aujourd'hui les responsables politiques, et qu'en effet, on peut partager une partie de l'opinion de ceux qui pensent que ça n'avance pas, que les hommes politiques disent des choses et on ne voit pas la transformation dans la vie réelle. Quand on est maire, on sait que quand on fait quelque chose, quand on dit quelque chose, les choses se confondent. Et il y a beaucoup de gens qui parlent et peu qui font. Moi, j'essaye de faire l'inverse. J'essaye de convaincre les 43% de nos concitoyens qui veulent aller vers la dictature, en tout cas vers un régime autoritaire. Parce qu'ils pensent que les normes, parce qu'ils pensent que l'état de droit, c'est compliqué, on ne sait rien faire. J'ai fait les prisons de haute sécurité en 6 mois. Et vous êtes au pouvoir depuis 7 ans, Gérald Darmanin. Donc vous dites vraiment solennellement, c'est notre échec, c'est aussi mon échec. Oui, c'est l'échec. Alors, mon échec, bien sûr, je me mets dedans. Mais votre échec au gouvernement. Mais prenons des exemples très, très concrets. L'impôt à la source, ça fait 60 ans que tout le monde pensait qu'on devait le faire. Tout le monde s'en bat les couilles de l'impôt à la source. Les gens, ils sont en mode genre, je n'ai pas confiance en les politiques parce que quoi qu'il arrive et quoi qu'on vote, le monde reste exactement le même. La bourgeoisie capitaliste, oui, c'est pas ça comme ça, mais en mode genre, les puissants font ce qu'ils veulent pendant que nous, on galère comme des chiens. Peu importe qui est au pouvoir, c'est tous les mêmes, les uns après les autres. Et lui, il est en mode genre, j'ai fait l'impôt à la source quand même. Hein. Ça fait des années qu'on en parlait. Tout le monde s'en bat les couilles de l'impôt à la source, ça change rien. Oh! C'était contre, on l'a fait, ça marche très bien, c'est la réforme préférée des Français. Les Jeux ouais, c'est ça la réforme préférée des Français, c'est l'impôt à la source. Et bah. Ah bon? Tout le monde m'a dit que ce serait impossible de faire les Jeux Olympiques, la cérémonie d'ouverture à Paris, sur la Seine, ça allait être catastrophique. On l'a fait. Et je pense que c'était une magnifique image de la France. On l'a fait. Personne ne croyait en moi quand j'ai dit qu'on allait reconstruire Notre-Dame en seulement 5 ans. Les gens m'ont dit que ce n'était pas possible. Et pourtant, on l'a fait. Françaises et Français, grâce à notre génie national. Vous êtes quand même finito les macronistes, hein. Croyez pas qu'on a quelque chose à foutre de vos gueules. Hein. Les prisons de haute sécurité, une prison qui ressemble à une prison, on trouve pas de téléphone portable, pas de clé USB, on l'a fait en 6 mois. Donc... Les autres prisons ne ressemblent pas à des prisons, voilà. Non, c'est vrai que ça ressemble pas à des prisons. Hein. Je sais pas, foutre des gens à 3 dans des cellules pour une seule personne, à des endroits où il fait 45 degrés l'été, où genre non, effectivement, ça ressemble pas à des prisons, ça ressemble à des camps. Quelle enflure, quoi. Donc c'est très dur, mais on peut le faire. Donc j'ai pas l'impression d'être totalement dans cet échec. Merci beaucoup, Gérald Darmanin. Allez, Gérald Darmanin. Globalement, personne ne t'aime et t'es finito parce que la Macronie est finito. Et ça m'a tendu, cette putain d'interview. Je vous le dis. Si vous regardez le replay YouTube et que ça vous a tendu, n'hésitez pas à écrire un commentaire énervé en mettant ça m'a tendu. Et à vous abonner aussi. Et à venir sur Twitch. Regardez ça en direct. On s'amuse plus quand on est en direct.
Voilà. Là, je me suis pas amusé. Vraiment, il m'a tendu, il m'a fait chier. Je vous le dis, il m'a fait chier ce React. Il y a des moments comme ça. Hein. Bon, ben, ainsi soit-il. Voilà. Abonnez-vous en tout cas sur Red Radio et YouTube. Tout ça, vous connaissez.